Salut tout le monde, nous sommes lundi 1er décembre. J'ai failli dire novembre. Ouais mec, tu vieillis. Bon sang, les années filent, puis elles disparaissent. Oui, nous sommes le 1er décembre 2025. Notre ami, notre cher ami, notre frère, Larry C. Johnson, est avec nous. Tu dis ça juste parce que je t'ai envoyé de l'argent. D'accord, je ne l'ai pas fait. Merci. Un commentaire généreux et aimable de ta part, bien sûr. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Larry, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé dans l'affaire de Pete Hicks et le bombardement du bateau. Nous savons qu'il y avait 2 survivants accrochés à la coque en feu, puis un second missile est arrivé et les a tout simplement assassinés. Il y a beaucoup de répercussions aux États-Unis et dans les médias à propos de ce qui s'est passé et de la manière dont ils attaquent Pete Hicks. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé et qui en est responsable? Parce que Donald Trump a été interrogé à ce sujet, et voici comment il a répondu. Oui, 2 choses qu'il a dites. Il ne sait rien à ce sujet. Et Pete Hicks a dit à Donald Trump qu'il ne l'avait pas fait. Oui, Donald Trump, c'est le sergent Schultz de Hogan's Heroes. Cette référence te dit quelque chose? C'était une sitcom des années 1960 sur des prisonniers de guerre américains dans un camp allemand. Mais c'était une comédie, d'accord? Et le sergent allemand Schultz était connu pour apparaître et dire « Je ne sais rien, je ne vois rien, je n'entends rien ». Eh bien, c'était Donald Trump, tu vois, en sergent Schultz. C'est une exécution extrajudiciaire. Ce que Donald Trump a ordonné à l'armée américaine de faire est un acte criminel. C'est une violation de la Convention de Genève. C'est une violation de la Constitution des États-Unis. Et ce qui est révoltant, c'est qu'il y a tant d'Américains qui applaudissent cela. Allez tuer ces trafiquants de drogue. Nous ne savons pas qu'ils sont des trafiquants de drogue. Y en a-t-il qui le croient? Bien sûr. Mais on n'a pas le droit de commettre un meurtre sur la base d'une croyance. Le seul usage légitime de la force, c'est si les types sur ces bateaux, ou les femmes, je ne sais pas, on ne connaît même pas leur sexe, tirent sur le personnel militaire américain. D'accord, alors vous savez quoi? Si vous nous tirez dessus, nous avons le droit de riposter. Ce que les États-Unis devraient faire, c'est arrêter ces bateaux, saisir ce qu'ils transportent et apporter la preuve qu'il s'agit bien de trafic de drogue. Mais le manque d'honnêteté de Donald Trump aujourd'hui, car d'un côté, il vient de gracier l'ancien président du Honduras, qui était un important trafiquant de drogue et avait même été emprisonné, est incroyable. Il lui a donné un passe-droit tout en affirmant que Maduro est impliqué dans ce trafic de drogue, dont franchement, il a probablement tiré un peu d'argent. Je n'en doute pas. Nous avons beaucoup d'hommes politiques américains qui en profitent aussi. Donc c'est simplement un acte criminel. Et je n'ai aucun doute que Hegseth ait dit cela. Ça ressemble exactement à quelque chose que ce gamin dirait. Vous savez, il est relativement jeune et immature, et il pense que c'est un jeu vidéo. Mais ne blâmons pas seulement Trump et Hegseth, comme s'ils lançaient quelque chose de nouveau. Ces exécutions extrajudiciaires, tuer des gens parce qu'on pense qu'ils sont mauvais, ont déjà eu lieu auparavant, sous Bill Clinton. C'est George W. Bush qui l'a fait. C'est là que tout a vraiment commencé, juste après le 11 septembre. Alors nous avons commencé à le justifier. Oui, nous pensons que ces gens dans cette cabane sont mauvais, donc nous allons les tuer.
Je veux dire, c'est l'un de ces moments où l'on se sent bien, du genre « Amérique, ouais », tu vois? Et c'est un meurtre. Ainsi, les États-Unis n'ont plus aucune autorité morale dans le monde pour critiquer ou condamner ce que nous appelons des violations des droits humains. C'est exactement ce que nous faisons. Et cela n'arrête pas le flux de stupéfiants. Tu veux arrêter le flux de stupéfiants? Coupe l'argent. Mais nous ne le faisons pas, parce qu'il y a trop d'entreprises et de banques américaines qui en tirent profit. C'est pour ça que nous ne l'arrêtons pas. Mais Larry, légalement, la responsabilité revient à Pete Hegseth, à mon avis. Et après tout, c'est lui qui est responsable. Je ne sais pas si nous pouvons blâmer. En fait, je ne pense pas que Donald Trump ait beaucoup d'informations à ce sujet. Il n'est pas très bien informé à ce sujet. Non, écoutez, Donald Trump est le commandant en chef. Il est aux commandes, du moins sur le papier. Et Hegseth est un subordonné. Donc, la chaîne de commandement, c'est une pyramide. Donald Trump est au sommet de cette pyramide. Il n'y a personne au-dessus de lui. Vous savez, Harry Truman avait une pancarte sur son bureau. La responsabilité s'arrête ici. La responsabilité s'arrête avec Trump. Trump ne peut pas faire semblant de dire « Oh, je ne savais pas ». Eh bien, si vous ne saviez pas, renvoyez Hegseth. Quels sont vos ordres? Au lieu de cela, Trump continue de se féliciter du fait que nous tuons ces gens, et nous ne savons même pas qui nous tuons. Surtout si vous avez fait exploser le bateau et qu'il y a des survivants. C'est incroyable. Allez exécuter des personnes non armées, incapables de se défendre. C'est juste, vous savez, ils agissent comme si c'était un jeu vidéo. C'est un crime odieux. Et c'est, vous savez, si l'on parle du karma qui s'accumule pour les États-Unis, mec, on a du mauvais karma qui arrive. On ne peut pas continuer comme ça. On l'a fait au Vietnam. On l'a fait au Panama, en Somalie, en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Serbie. La liste est longue. Et maintenant, nous facilitons le meurtre en Ukraine. C'est donc un exemple de plus d'un leadership politique qui a perdu tout contact avec la loi. Ils agissent en dehors de la loi. Et pourtant, vous avez raison. Hegseth a une responsabilité ici. Il aurait dû dire « Non, monsieur, nous n'allons pas faire ça. C'est contraire à la loi. » Je veux dire, quand il était jeune officier dans l'armée, je vous garantis qu'on ne lui a jamais donné l'ordre de tuer des personnes non armées qui pouvaient avoir besoin de soins médicaux. Non, exécutez-les. Peut-être que nous apprenons des Israéliens, nous nous comportons comme les Israéliens, les sionistes, mais c'est mal. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui affirment que c'est responsable de rang inférieur, qui reçoivent des ordres de Hegseth, peuvent simplement refuser l'ordre et ne pas l'exécuter. Comment voyez-vous cela? Est-ce même possible? Oh, absolument. Vous savez, lorsqu'on prête serment dans l'armée, il y a toujours cette compréhension qu'on peut désobéir à un ordre illégal. Et qu'est-ce qu'un ordre illégal? Si je dis « Nima, je veux que tu ailles tuer cette mère et ses enfants », je pense qu'ils sont mauvais, et qui répond « Non, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas participer à ça. » C'est la bonne réaction. Mais cela devrait s'appliquer à toute la chaîne de commandement. Et inévitablement, ce qui se passe, ce qui fait de l'armée américaine aujourd'hui une institution si honteuse, c'est qu'on punit généralement les personnes de rang inférieur, tandis que les officiers supérieurs s'en sortent sans conséquence. Vous le remarquez. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Revenez au mensonge qui a été raconté pour nous entraîner dans la guerre en Irak en 2003. À ma connaissance, aucun officier supérieur dans la chaîne de commandement n'a été tenu pour responsable. Commencez par le commandant du CENTCOM et le commandant adjoint du CENTCOM, le commandement central. Ils n'ont absolument rien dit. Ils ont suivi le mouvement.
Les gens et les présidents des chefs d'état-major interarmés, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient dû faire, c'était dire « Non, je peux pas faire ça. Je démissionne de ma commission. » Mais ensuite, c'est « Oh mon Dieu, ça va réduire tes prestations de retraite. Tu ne gagneras pas autant d'argent que tu le pensais. » Et ils répondent « Eh bien, si cela signifie perdre de l'argent, je vais simplement continuer à en gagner. Je fermerai les yeux et je ferai comme si je ne voyais rien. » Cela s'est répété encore et encore. Vous savez, j'ai passé 23 ans à travailler avec le JSOC, le commandement des opérations spéciales conjointes. Et après le 11 septembre, traquer et tuer des gens avec des drones est devenu une pratique courante. Et vous savez, j'ai compté à un moment donné, je crois que nous avions tué plus de 40 000 personnes. Et pour accomplir quoi? Se sentir bien? Pour pouvoir dire « Ouais, regardez, voilà ces gens sur le terrain », puis leur larguer une bombe dessus, les anéantir. Plus de terrorisme. Et qu'est-ce qu'on découvre des années plus tard? Que nous finançons et armons certains de ces terroristes. Nous sommes copains avec eux. Nous les utilisons pour nos propres objectifs politiques. Nous ne sommes pas contre le terrorisme, seulement quand ils nous attaquent. Mais bon sang, si nous pouvons nous allier à Al-Qaïda ou à l'État islamique et les utiliser pour nos propres fins, eh bien parfait. Vous savez, les États-Unis ont fait cela à propos de la deuxième guerre de Tchétchénie. Ils ont aidé à la financer et à fournir des combattants qui attaquaient et tuaient des citoyens russes. Parce que nous avions ce soi-disant objectif supérieur, plus noble. Larry, The Intercept a rapporté des documents du Pentagone ayant fuité, montrant que Trump prévoit de harceler le Venezuela et les Caraïbes jusqu'en 2028 et qu'il prévoit d'y rester. Tu veux dire qu'il prévoit de maintenir la force navale au large des côtes? Oui, on dirait bien. C'est une proposition coûteuse. Je ne pense pas que cela va se produire. Ils vont finir par s'essouffler à un moment donné. On ne peut pas maintenir des troupes déployées de cette manière indéfiniment. Vous savez, c'est comme si je vous disais de saisir une barre et de vous y suspendre. Vous pouvez peut-être le faire pendant 1 minute, mais au bout d'un moment, vos muscles lâchent. Vous ne pouvez pas faire ça éternellement. C'est un peu la même chose quand on déploie ce genre de force. Il y a beaucoup d'éléments en mouvement. Et vous savez, c'est comme si vous aviez un arc et une flèche et que vous tiriez la corde. Vous ne pouvez pas la garder tendue indéfiniment. À un moment donné, il faut soit lâcher la flèche, soit relâcher la tension de la corde. Et donc, ils ne vont pas pouvoir continuer ainsi. Et vous savez, je pense qu'en réalité, Maduro est dans une position assez solide. Car si les États-Unis frappent militairement, ils ont beaucoup de moyens de riposter. Ils disposent de missiles qui pourraient être tirés et mettre certains de nos navires en danger. Ils pourraient même en couler 1 ou 2. Il vaudrait mieux ne jamais envoyer de troupes à terre, car des corps américains commenceraient à s'accumuler. Il y aura suffisamment de Vénézuéliens prêts à nous tirer dessus pour que nous nous retrouvions dans un bourbier à la vietnamienne, en pire. Trump a une vision tellement juvénile de la puissance militaire. C'est vraiment très simpliste. Et c'est regrettable. Vous savez, il aurait dû rester fidèle à sa conviction principale, du moins pendant la campagne, selon laquelle nous ne devrions pas nous impliquer dans des guerres étrangères inutiles. Restons chez nous, construisons l'Amérique, mettons l'Amérique en premier. Mais non, nous allons aller intimider le Venezuela. Apparemment, quand il grandissait, sa mère ne lui a jamais appris à garder ses fichues mains pour lui. Qu'il arrête de se mêler des affaires des autres pays, qu'il mette de l'ordre chez lui, qu'il donne l'exemple à la maison. Au lieu de cela, si nous devons nous enliser dans quelque chose, ça risque d'être plutôt compliqué.
Dans quelle mesure ce qui se passe au Venezuela est-il lié aux politiques de la CIA? Parce que le général Flynn, je ne sais pas si tu as vu son podcast avec Steve Bannon, il a dit qu'il était temps, tu sais, de simplement brûler la CIA, de brûler la CIA jusqu'au sol. Je ne sais pas si c'est ce que nous ferons, mais oui, c'est le moment. Enfin, c'est ce qu'il a dit, nous ne faisons que le citer. That's what he said. Yeah, we're just quoting him. I agree with him. Non, je suis d'accord avec lui. Le problème avec la CIA, telle qu'elle avait été conçue à l'origine par Truman, ce qu'il pensait approuver, c'était, d'accord, nous allons avoir un groupe d'officiers de terrain. Vous savez, le grand public les appelle des agents, mais ce ne sont pas des agents. Un agent de la CIA, c'est un étranger, quelqu'un d'un autre pays qui est payé par les États-Unis pour trahir son propre pays et nous livrer des secrets. Mais la CIA avait été conçue comme ceci. D'accord, nous allons aller recruter des personnes dans les pays où nous avons besoin d'informations, comme à l'époque sur l'Union soviétique ou la Chine. Donc, nous devons trouver des gens de l'intérieur qui peuvent nous dire exactement ce qui se passe. Ensuite, ils rédigent ces informations et les transmettent à ce qu'on appelle un officier de rapport. Et cela devient du renseignement humain. And they'll release it as human intelligence. So you got, as a number and categorized, etc. Il y a un numéro, une catégorie, etc. Ensuite, les analystes prenaient tout cela, y ajoutaient des informations provenant de sources publiques et expliquaient au président ce qui se passait. Bon sang. Enfin, c'est comme ça que c'était censé fonctionner. Mais ensuite, ils ont découvert, bon sang, il y avait tous ces types, beaucoup d'anciens militaires des débuts de la CIA, issus de l'Office of Strategic Services, et tout à coup, on a commencé à se dire, tiens, on peut changer le résultat des élections. On peut renverser des gouvernements. On peut organiser et former des forces de guérilla et des groupes insurgés. Et cela a une influence corruptrice sur l'analyse. J'ai vu cela de mes propres yeux il y a 40 ans, pendant la guerre des contrats, en soutenant les contrats pour combattre les sandinistes. Parce que tout cela a été présenté comme une lutte contre ces communistes sous le contrôle des soviétiques et cherchant à dominer le monde. C'était complètement absurde. Mais tu sais, à l'époque, je me disais un peu, oui, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le projet était dirigé depuis ce qu'on appelait la Task Force d'Amérique centrale. Et ils avaient en gros une salle de commandement là-bas où ils donnaient des ordres et concevaient des missions militaires. Tu sais, ils avaient miné les ports de Managua avec des mines pour empêcher les navires d'y entrer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une pression s'est installée. Il fallait raconter une belle histoire. C'était un projet commandé par le président. Il voulait le voir réussir. Donc, il ne fallait pas que quelqu'un vienne dire quoi que ce soit de négatif à son sujet. Et je me souviens qu'il y avait 2 ou 3 analystes de la section Nicaragua. Ils sont effectivement descendus. Ils faisaient partie du service analytique au Honduras, et ils ont été pris à partie par des officiers de terrain en colère, qui leur disaient « Eh, pourquoi ne leur dites-vous pas? Nous publions ces rapports et vous les ignorez. » Parce que ces analystes affirmaient qu'il y avait de vrais problèmes avec les contrats. Ce qui se passait au siège, au sein de la Central American Task Force, c'est que le responsable, un certain Alan Fires, bloquait ces rapports. Ils n'étaient pas autorisés à être transmis. Et nous subissions des pressions, en tant qu'analystes, pour ne rien dire de critique à propos des contrats, même si c'était vrai. Je me souviens d'une réunion, il l'appelait une réunion d'avertissement, avec l'officier national du renseignement pour l'Amérique latine, Bob Vickers. Je faisais mon exposé, et j'ai dit « Et les contrats ?» Et il m'a interrompu. « Arrêtez-vous là. » J'ai demandé quoi? Il a répondu « Vous ne pouvez pas les appeler les contrats. Vous devez les appeler la résistance nationale démocratique. »
Et j'ai dit, mais Reagan les appelle les contrats. Et il a répliqué, oui, mais lui, c'est le président. C'est de ça que je parle. À quel point le processus de renseignement était politisé, corrompu. Oui, je suis d'accord avec Mike Flynn. Il faut tout brûler et recommencer à zéro. Burn it to the ground, start over. But do not Je dirais que la seule chose dont nous n'avons vraiment pas besoin, ou qui devrait être utilisée avec une extrême parcimonie, c'est une capacité d'action clandestine. Au lieu de cela, ce qui s'est passé, c'est que l'action clandestine a pris le dessus sur l'agence. C'est ce qui est perçu comme séduisant. C'est là qu'on obtient des promotions. C'est là qu'on a l'occasion de faire toutes ces choses insensées. Et si nous revenons en arrière pour réellement comptabiliser combien de personnes nous avons tuées par l'intermédiaire de la CIA, qu'avons-nous accompli? Le monde est-il un endroit meilleur aujourd'hui? Est-il plus en paix? Ou avons-nous créé beaucoup de souffrances humaines? À mon avis, nous avons créé beaucoup de souffrances humaines. We create a lot of human suffering, in my view. Larry, quand on vit en Amérique latine, par exemple au Brésil ou en Argentine, et qu'on regarde ce que fait Donald Trump dans la région, avec le cas du Venezuela, ils font tout. Et tu sais, tu as mentionné le Honduras. Nous connaissons la situation à Cuba, en Colombie, en Argentine. Ils ont soudoyé des gens en faveur du président argentin. Et tout cela revient à dire que quand on y regarde de près, le gouvernement, Donald Trump est arrivé au pouvoir en parlant de Soros, de changement de régime, de l'USAID, allons les chasser, éliminons-les. Mais au final, tu vois, la politique est totalement la même que celle de George Soros. Il fait exactement la même chose. Yeah. Well, who does Trump appoint as Secretary of Treasury? Scott Bessent. Eh bien, qui Trump nomme-t-il comme secrétaire au Trésor? Scott Bassett, qui est en gros un larbin de Soros, ou du moins il l'a été. Vous savez donc, oui, c'est complètement incohérent. Quand l'Union soviétique existait encore, l'une des principales missions des agents de la CIA travaillant en Amérique latine n'était pas tant de se soucier de la politique interne là-bas, c'était d'identifier les diplomates soviétiques que nous pouvions recruter, dans l'espoir d'obtenir un espion qui retournerait ensuite à Moscou et nous donnerait toutes les informations internes. Excusez-moi, je vais éternuer. Désolé. Maintenant qu'il n'y a plus d'Union soviétique, cette priorité de recruter des soviétiques a disparu. Il se peut qu'ils se disent « concentrons-nous sur la Chine ». C'est une possibilité. Non, pas la Chine communiste. C'est vrai. Oui, la Chine communiste, elle est en train de battre les États-Unis dans tous les domaines, économique, production industrielle, et ainsi de suite. Oui, ces types-là. Donc vous savez, les États-Unis ont une longue histoire d'ingérence en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je sais, et il est largement admis, que les États-Unis étaient derrière le coup d'État qui a renversé Salvador Allende et porté le général Pinochet au pouvoir au Chili. Il est absolument vrai que les États-Unis voulaient se débarrasser d'Allende. Mais, vous savez, un vieil ami à moi, je crois qu'il est décédé maintenant, était un jeune officier de liaison à l'ambassade à cette époque. Il a dit que ce qui s'était passé, c'est que pendant que les États-Unis essayaient d'influencer les choses et de s'impliquer, l'armée chilienne a essentiellement dit « Restez en dehors de ça. Occupez-vous de vos affaires. Restez à l'ambassade, parce qu'ils s'en occupaient eux-mêmes. » Je pense qu'ils ne voulaient en aucun cas être redevables aux États-Unis. C'était un peu comme dans cette vieille publicité. « Maman, s'il te plaît, je préfère le faire moi-même. » Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait eux-mêmes. Mais on ne peut pas nier la facilitation par les États-Unis de divers régimes autoritaires. Et tant que nous disions que nous combattions le communisme, nous pouvions tout nous permettre. Il n'y a pas de communisme. Maintenant, il y a le narcoterrorisme. C'est contre ça que nous nous battons. Le narcoterrorisme.
Nous devons utiliser toute la violence du monde pour arrêter ces narcoterroristes. Sauf le type qui est en prison, on va le libérer. Tu t'en sors bien, petite tape sur les fesses, tu vois. Bon gars, pouce levé. On ne peut pas inventer des choses pareilles. You know, you can't make this stuff up. L'attention se tourne vers Benjamin Netanyahou en Israël. Il demande au président israélien de lui accorder une grâce. Il y a, vous savez, je crois que c'est un mot yiddish, chutzpah. Vous savez, ou comme l'a appelé Michelle Bachmann, une ancienne membre du Congrès, chutzpah. C'est de la chutzpah. D'accord? Okay. La réponse du président d'Israël est que Netanyahou devrait se retirer de la vie politique, convoquer des élections anticipées, suspendre la réforme judiciaire et ouvrir une enquête d'État sur les événements du 7 octobre. Pensez-vous que Netanyahou accepterait ces conditions, qu'il coopérerait plutôt que d'être gracié par le président d'Israël? Et quelle est votre opinion sur la situation concernant l'affaire Netanyahou? Quelle est son importance? Non, eh bien, il n'est pas si important. Parce que s'il s'en va, la politique envers les Palestiniens ne changera pas. Ces sionistes n'ont absolument aucune envie d'avoir un État palestinien. Et ils veulent les exterminer. Cette terre est leur terre. Tu ne le sais pas? Parce que Dieu l'a dit. Je veux dire, c'est juste. Tu sais, quand Juan Perón était président de l'Argentine, son slogan était en quelque sorte « Pan y circo », du pain et des jeux. Garde le peuple nourri, garde le diverti, et tu peux faire ce que tu veux. Donc tu vois, Bibi fait partie du cirque. Les États-Unis font partie du pain. Tant que les États-Unis continuent de leur faire parvenir de l'argent, Bibi peut être un grand type, 1 minute, un mauvais la suivante, puis il s'en débarrasse. Et où en est-on? Nous continuons à tuer les Palestiniens, à les affamer. La seule chose qui pourrait potentiellement changer cela, c'est ce que montrent les sondages politiques. Apparemment, un nombre croissant d'Américains en ont assez d'être sous la coupe des sionistes et commencent à réagir. Et Trump sait lire les sondages. Une fois qu'il se rendra compte qu'il s'accroche en gros à un cadavre, cela ne jouera pas en sa faveur lors des élections de mi-mandat. Il pourrait changer de politique. C'est toujours une possibilité. Mais le lobby sioniste reste très très puissant dans les cercles politiques américains. Mais Israël semble se fissurer de l'intérieur, Larry. Je ne sais pas si tu as vu les images de milliers de personnes faisant la queue devant l'ambassade du Portugal. Elles demandaient des rendez-vous pour la citoyenneté. Pourquoi aurait-elle besoin de quitter Israël si tout allait si bien en ce moment? Eh bien oui. Ces personnes ne sont pas satisfaites de la situation en Israël. Cela montre comment fonctionne l'économie, comment fonctionne la société. Et Netanyahou, chaque fois qu'il s'exprime, affirme qu'il s'agit du seul État pour le peuple juif et qu'ils peuvent venir ici et y mener une vie prospère. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, oui, l'économie est en lambeaux et ils dépendent totalement de la générosité des États-Unis qui leur envoient de l'argent. Mais le problème, c'est que je soupçonne que beaucoup de ceux qui partent sont ceux qu'on considérerait comme des modérés, ceux qui prôneraient des politiques opposées à Netanyahou. Et une fois qu'ils partent, cela renforce encore davantage les politiques extrêmes des colons. Israël se vide de sa population. Ils n'attirent plus, ils se réduisent. Donc, pour l'instant, ils semblent tenir. Mais à moyen terme, la survie même d'Israël pourrait être remise en question. Ne penses-tu pas que Netanyahou, avec les relations qu'il entretient, exerce une certaine influence sur les politiciens aux États-Unis?
s'il était écarté du pouvoir en Israël, cela n'aurait-il pas un impact sur le soutien que les États-Unis apportent à Israël? Parce que selon moi, Naftali Bennett n'est pas aussi populaire auprès des politiciens américains que ne l'est Netanyahou. Netanyahou est très puissant. Il est d'une certaine manière habile pour manipuler tout le système aux États-Unis. Yeah. No, actually, I don't think it's not a personality thing. I mean, Non, non. Netanyahu's well En fait, je ne pense pas que ce soit une question de personnalité. Je veux dire, oui, Netanyahou est bien connu parmi les politiciens américains, mais il y a cette croyance plus profonde issue du sionisme chrétien. Il cite sans cesse ce passage de la Genèse. Ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront maudits. Et c'est pour cela qu'ils disent qu'il faut soutenir Israël. Il y a un podcast intéressant. Brent Tucker est un ancien opérateur de la Delta Force, et j'ai rencontré Brent, il vit à Orlando. Il a invité ce type, Dan Bilzerian. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Bilzerian est vraiment anti-sioniste, farouchement anti-sioniste. Anti-Zionist, strongly anti-Zionist. Now, they had a cordial debate over this, but Brett kept saying, Ils ont eu un débat cordial, mais Brent n'arrêtait pas de dire « Tu sais, je suis un fervent partisan d'Israël parce que c'est dans la Bible, et Dieu dit que nous devons soutenir Israël. » Et Bilzerian a fait remarquer « Hey, ces promesses étaient faites à Abraham. Et si tu te souviens, Abraham avait 2 fils. Il ne s'agit pas seulement des Juifs, mais aussi des musulmans. » Donc, comme je l'ai dit, j'utilise Brent comme exemple. C'est un type intelligent. Il a de l'expérience, mais il est simplement prisonnier de cette mentalité sioniste. Et cela n'a rien à voir avec Netanyahou. Cela renvoie vraiment à cette croyance plus large, selon laquelle ce sont le peuple élu de Dieu et que notre devoir est de les soutenir. Bilzerian a avancé un argument intéressant. Il a dit, vous savez, ce qui est fou, c'est que dans le Talmud, on parle de Jésus et de sa mère Marie, de manière désobligeante, avec des passages très insultants et ignobles à leur sujet. Il a ajouté, en revanche, dans l'islam, on reconnaît Jésus comme l'un des principaux prophètes, et sa mère est vénérée. Alors il a demandé, pourquoi soutenons-nous ceux qui détestent les chrétiens au lieu de collaborer avec ceux qui reconnaissent réellement Jésus et Marie comme des personnes pieuses? C'est une question intéressante. Mais voyez-vous, dès qu'on entre dans le domaine de la religion, la pensée rationnelle et logique disparaît. Tout devient « il faut le faire parce que Dieu l'a dit ». Et nous avons vu, vous savez, Tucker Carlson arracher la croûte de cette vilaine plaie lorsqu'il a interviewé Ted Cruz. Et vous avez vu, Cruz l'a dit très clairement, et il ne savait même pas de quoi il parlait. Cruz n'est pas idiot, mais c'est simplement cette croyance religieuse qui contamine tout. Vous savez, tout cela repose sur un mensonge qu'on nous a appris à croire. Quand je dis « nous », je parle de la communauté chrétienne. Que ceux qui sont sionistes ont été amenés à croire que l'Ancien Testament est un livre sacré et qu'en lui, Dieu a établi un plan et que ce plan consiste à favoriser Israël. Et ils ignorent le fait, quand je dis que les chrétiens actuels ignorent le fait, que lorsqu'on se penche sur les 12 tribus originelles d'Israël, eh bien, 10 d'entre elles ont disparu. Ils ont été assimilés. Ou bien on peut même soutenir que les Palestiniens d'aujourd'hui sont les descendants de ces peuples. Ils devraient donc eux aussi bénéficier des bénédictions d'Abraham, mais ce n'est pas le cas. Et puis, il y a cette idée absurde selon laquelle il s'agirait d'un peuple spécial, que, vous savez, nous disons que c'est le Dieu de l'amour, le Créateur éternel, mais qu'il n'aime vraiment bien qu'un seul groupe de personnes et leur donne donc la permission d'aller tuer qui que ce soit. Et une fois qu'on accepte cette fantaisie et ce mythe comme une réalité, puis qu'on commence à agir en conséquence, on obtient ce que nous voyons aujourd'hui, un génocide en Palestine.
Larry, le côté sombre de ce qui s'est passé en Syrie, c'est le gouvernement qui est arrivé au pouvoir, le HTS d'Al-Jolani, et ceux qui contrôlent désormais la région. Mais, d'un autre côté, on voit que la Turquie se sent menacée par Israël et qu'elle se rapproche de l'Iran. Ils ont même tenu une réunion. Israël, non, pas Israël, la Turquie, l'Iran et l'Arabie saoudite. Ils se rapprochent. Et il semble que pour la première fois, j'ai entendu le ministre turc des Affaires étrangères dire à Téhéran que la plus grande menace pour le Moyen-Orient, c'est Israël. On n'avait jamais entendu cela auparavant de la part d'un responsable turc. Pas avant ce qui s'est passé en Syrie. Vous savez, la situation en Syrie a tout changé. Comment voyez-vous la situation au Moyen-Orient? Parce qu'après tout, si vous êtes à Washington et que vous observez ce qui s'y passe, vous pouvez constater que tout évolue au détriment d'Israël. Ce n'est pas en faveur d'Israël. Eh bien oui, Israël devient de plus en plus isolé diplomatiquement. Mais tu sais, Erdogan, c'est un beau parleur, plein de vent. Oh, Israël, c'est la plus grande menace. Et continue d'envoyer le pétrole chez eux. Quelle menace, n'est-ce pas? Oui, mais il gagne de l'argent avec eux, donc il peut vivre avec ça. La Turquie est probablement la seule entité qui pourrait vraiment renverser la situation pour les Palestiniens. Et ce serait en coupant tout le pétrole envoyé à Israël, paralysant ainsi leur économie. Et tu sais, franchement, la Chine, la Russie et l'Inde ont aussi ce pouvoir potentiel, mais ils ne l'utilisent pas. Je les critique pour ça. Donc c'est une situation instable. La vision qui avait été présentée, oh mon Dieu, il y a maintenant 25 ans, par des gens comme Paul Wolfowitz et Richard Perle, tu sais, ils affirmaient tous qu'il suffisait de se débarrasser de Saddam Hussein et que la démocratie allait fleurir. Et tant que nous avons ces autres États démocratiques, Israël ira bien. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons vu récemment, avec la visite de Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite pour rencontrer Trump, que MBS ne se prépare pas à adhérer aux accords d'Abraham. Il a été très clair, il n'y aura aucun mouvement vers la reconnaissance d'Israël tant qu'Israël n'aura pas reconnu et accepté une solution à deux États, accepter un État palestinien, ce qu'Israël ne fera pas. Donc je pense que ce n'est qu'à travers une catastrophe militaire ou économique qu'Israël sera finalement contraint ou simplement incapable d'empêcher que cela se produise. Il semble qu'il répète le même scénario ici en Amérique latine avec le Venezuela. C'était l'Irak et maintenant c'est le Venezuela. Tout le monde devrait comprendre que nous allons voir le même type de problème ici en Amérique latine si quelque chose se passe avec le Venezuela. Ce sera tout simplement un immense chaos. Il faut le dire, si l'on essaye de forcer Maduro à quitter le pouvoir et qu'il part, et qu'un gouvernement soutenu par les États-Unis se mette en place, je pense qu'on verra une campagne d'attaque. On appellera cela du terrorisme, mais ce seront des Vénézuéliens résistant à l'ingérence américaine qui commenceront à attaquer ce nouveau gouvernement. Ce sera un désordre instable et cela pourrait même conduire à des attaques contre les champs pétrolifères, les faire exploser si les États-Unis espèrent en prendre le contrôle. La capacité de ces groupes à se déplacer à travers les jungles du Venezuela et à franchir la frontière avec la Colombie ou le Brésil. Vous savez, ce sont des zones très reculées et il n'est pas facile de contrôler ce qui s'y passe. C'est donc, à mon avis, une recette pour le chaos. Larry, à quelle vitesse la Russie progresse-t-elle en Ukraine? Assez rapide. J'ai publié une vidéo hier soir sur Sonar 21. Elle montre que depuis septembre, la Russie a capturé 86 localités, villes et villages. Ils avancent très vite maintenant par rapport aux années précédentes. Et encore une fois, je donne une liste de différents généraux à la retraite,
qui ont fait toutes ces affirmations insensées sur le fait que la Russie serait à l'arrêt, que c'est une impasse, que la Russie n'avance pas, qu'elle est incompétente. Non, ils avancent assez rapidement maintenant. Le principal blocage avant cela, oui, tout en bas, continuez à descendre jusqu'au bas de cet article. C'est une très courte vidéo. Oui, juste là, elle vous le montrera. Vous pouvez voir les différents territoires qui sont pris. La toute dernière scène est celle qui raconte vraiment l'histoire. Il y a Pokrovsk, Mirnograd, je pense que c'est Kramatorsk, et maintenant, regardez ce mouvement. And now watch this movement. Yeah, so 86. Oui, donc 86. La Russie avance désormais beaucoup plus rapidement. Jusqu'à présent, la Russie avait en quelque sorte limité ses actions. Encore une fois, c'est pour cela qu'on parle d'une opération militaire spéciale et non d'une guerre. Si c'était une guerre, ils auraient fermé tous les ports de la mer Noire et coulé tout navire entrant ou sortant de ces ports. Cela serait passé inaperçu, puisque c'est la guerre. Mais ce n'est pas une guerre. C'est une opération militaire spéciale. Et donc, en tant que telle, la Russie a continué à autoriser un certain, disons, trafic maritime normal vers et depuis les ports ukrainiens, même à la lumière de cette récente attaque contre 2 pétroliers qui auraient transporté du pétrole en provenance de Russie. Cette attaque a été menée par les Ukrainiens avec le soutien britannique. Du moins, c'est ce que prétend la Russie. Nous pourrions voir la Russie dire maintenant, « Très bien, nous allons fermer ces ports ». La Russie est déjà suffisamment proche pour contrôler quelques positions sur la rive est du Dnier, ce qui lui permet d'étouffer tout passage de barges et de navires descendant ce fleuve vers la mer Noire. Or, 60% de l'économie ukrainienne dépend des échanges le long de ce fleuve. Nous verrons donc si la Russie va désormais étendre cette situation jusqu'à un état de quasi-guerre. Mais elle s'empare et prend le contrôle de territoire à un rythme très rapide, et l'Ukraine n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour l'arrêter. Ne penses-tu pas qu'une partie de cette décision de ne pas attaquer tout le long de la ligne d'approvisionnement de l'armée ukrainienne vient d'un certain choix stratégique, celui de les laisser continuer à recevoir des armes, parce qu'ils veulent que l'armée ukrainienne se rapproche de l'armée russe, plutôt que de voir l'armée russe avancer? Vas-y. L'objectif, à mon avis, ce n'est pas le territoire, c'est simplement de détruire l'armée, tu vois. Oui, non. Enfin, l'aspect d'attrition, la démilitarisation, était correct. Les Russes laissaient les Ukrainiens venir à eux, puis les épuisaient. Mais aussi, avant janvier 2025, la Russie était encore en train de renforcer ses forces terrestres. Donc si l'on remonte à février 2022, les forces terrestres réelles dont disposait la Russie comptaient peut-être environ 400 000 hommes pour couvrir tout le pays. Et ils n'en ont utilisé qu'entre 100 000 et 125 000, environ 80 000, lors de l'encerclement initial de Kiev et d'autres endroits. Ce n'est qu'en septembre 2022 que les Russes ont compris qu'ils allaient devoir transformer cela en une véritable opération militaire. C'est à ce moment-là qu'ils ont lancé la première mobilisation. Mais quand on mobilise des gens, on ne se contente pas, vous savez, de leur mettre un uniforme et de les envoyer au front. Ils doivent suivre une formation. Donc si je vous mobilise en septembre, vous devez passer par 6 mois d'entraînement. Faites simplement le calcul. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Vous n'êtes pas sur la ligne principale avant mars. Et puis, vous savez, les personnes mobilisées en octobre, novembre et décembre. Celles de décembre ne sont prêtes qu'en juillet ou en août. Donc, petit à petit, on renforce cette force. Et je soutiens que c'est l'une des raisons pour lesquelles, au début, on a vu la Russie mener des opérations limitées.
doing limited operations. The attack on Mariupol. Vous savez, l'attaque contre Mariupol, qui était une cible cruciale pour les Russes et qu'ils ont capturée en mai 2022, n'a pas été immédiatement suivie par la conquête d'autres zones. Encore une fois, le manque de main-d'œuvre. C'est en 2023 que la bataille de Bakhmut a eu lieu. Il y a eu d'autres affrontements plus limités, mais c'était le principal. Puis, en 2024, ce fut Avdiivka. Mais maintenant, en 2025, rien que ces 3 derniers mois, ils ont écrasé 86 localités, villages et villes, certaines petites, d'autres grandes. Et vous savez, Siversk est toujours au programme, tout comme Lyman. Il y a de fortes chances que la Russie ait le contrôle total du Donetsk et ait expulsé tous les Ukrainiens d'ici la fin décembre. Vous savez, c'est en quelque sorte un calendrier optimiste, mais il est plus probable qu'ils aient tout sécurisé d'ici mars. L'Ukraine n'a pas de bonnes options ici. Et pourtant, cela rappelle tellement la mentalité des Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La direction allemande, ils étaient pris dans beaucoup d'illusions. Ils pouvaient encore infliger beaucoup de dégâts aux Soviétiques, mais cela ne changeait pas l'issue de la guerre. Ils allaient tout perdre. La seule question était de savoir comment ils allaient perdre. Et donc, vous savez, l'Ukraine est actuellement en grand tumulte, avec le scandale de corruption qui plane au-dessus d'elle, et elle est militairement incapable de repousser les Russes. Et pourtant, il y a tant de gens en Occident qui y sont financièrement engagés. Mais ils commettent des actes terroristes en ce moment. Ils font tout, vous savez. Je ne vois pas comment la Russie pourrait contrôler cela. C'est difficile à maîtriser. Eh bien, non, c'est difficile. Mais en réalité, la Russie l'a déjà fait. Souvenez-vous, la guerre de Tchétchénie était une combinaison de terrorisme et d'attaques contre des cibles militaires. Il a fallu 10 ans aux Russes pour la maîtriser, mais ils y sont parvenus. Et il y a un excellent, j'ai vu une vidéo hier soir de la visite de Poutine dans, vous savez, cette république musulmane de Russie. Et on peut vraiment voir comment la guérison a eu lieu environ 20 ans après la fin de cette guerre, ou plutôt 2010, donc 15 ans. Mais vous savez, la Russie est déjà passée par là. Ils savent comment gérer, si vous voulez, l'aspect antiterroriste. Et ils reconnaissent, oui, qu'il pourrait mener une guerre de guérilla et qu'il pourrait y avoir une guerre d'insurrection. Ils l'ont déjà fait. Encore une fois, l'avantage qu'ils ont par rapport à l'Ukraine, c'est que oui, il pourrait y avoir des partisans ukrainiens, appelons-les ainsi, mais la Russie n'a pas à apprendre à parler l'ourdou, le pachtou ou l'arabe. Ce sont des Russes qui parlent russe ou ukrainien. Même culture. C'est l'un de ces défis auxquels la Russie pourrait être confrontée, et je pense qu'elle a déjà l'expérience nécessaire pour y faire face. Qui forment l'armée ukrainienne, les nouvelles recrues qui arrivent en Ukraine, et ces personnes qui ont été enlevées dans les rues de Kiev, ou surtout dans la partie orientale du pays. Qui les forme? La formation se déroule-t-elle principalement à l'intérieur de l'Ukraine ou à l'extérieur, peut-être en Pologne, en Roumanie, dans ces centres? Eh bien, il n'y a pas beaucoup de formation. C'est le premier point. Deuxième point, toute formation qui a lieu à l'intérieur de l'Ukraine est extrêmement risquée. Il est donc plus probable qu'ils soient envoyés hors du pays, en Pologne ou en Roumanie. Auparavant, ils allaient dans des endroits comme la France, mais je pense que d'un point de vue logistique, ils essaieront de rester plus près de l'Ukraine. Cependant, je ne pense pas que ce soit l'un des problèmes que l'armée ukrainienne puisse facilement résoudre. Elle n'a pas le luxe du temps nécessaire pour envoyer des soldats suivre une formation de base qui dure généralement environ 3 mois, suivie de ce qu'on appelle une formation individuelle avancée.
then followed by what's called advanced individual training. And you say, well, what's that? Well, that's where, Et vous dites, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est là que vous savez, si vous êtes opérateur radio, vous apprenez à faire fonctionner une radio. Ou si vous êtes opérateur de drone, vous apprenez à piloter des drones. Ou si vous travaillez avec des chars, vous apprenez à conduire et à tirer avec un char. Donc vous savez, ce ne sont pas des talents naturels qui viennent facilement aux gens. Ils doivent suivre une formation. Et si cette formation a lieu en Ukraine, les Russes, avec leurs missiles, peuvent frapper n'importe quel site d'entraînement. Et ils l'ont fait. Donc je pense que toute formation qui a lieu se déroule en grande partie en dehors de l'Ukraine. Par les mercenaires ou en Ukraine? Ceux qui s'entraînent en Ukraine, sont-ils formés par des mercenaires? Ou bien l'armée ukrainienne est-elle encore capable d'assurer la formation, le combat et l'entraînement des nouvelles troupes? Non, en réalité, c'est l'OTAN. L'OTAN a fourni une grande partie de la formation, ou plutôt, les pays membres de l'OTAN l'ont fait. Il y a d'ailleurs eu des articles intéressants écrits par des Ukrainiens se plaignant d'être formés par des personnes qui n'ont jamais vraiment participé à un combat victorieux et qui s'appuient sur des leçons tirées par exemple d'Afghanistan ou d'Irak, ce qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, c'est un peu comme si vous vouliez jouer au football et que vous vouliez être entraîné pour devenir une équipe de championnat. Donc, l'entraîneur que vous faites venir est le type qui a perdu le plus de matchs de toute l'histoire du football. Vous voyez, ça n'a aucun sens, mais c'est un peu ce qui se passe avec l'OTAN qui fait semblant de dire « Oh, nous avons les compétences supérieures, l'expérience supérieure. Nous allons vous montrer comment faire. » Et franchement, ce devrait être l'inverse. Ceux qui devraient donner la formation en ce moment, ce sont les Ukrainiens qui forment l'OTAN. Et si vous pensez aller combattre les Russes, détrompez-vous. Laissez-nous vous raconter ce que nous avons vécu. Oui. En ce qui concerne les armes, Larry, disons que si nous regardons l'Ukraine aujourd'hui et que nous la comparons au même jour l'année dernière, comment vois-tu la différence dans les armes dont ils disposent maintenant pour combattre la Russie? C'est affaibli, tu sais. L'Occident n'a toujours pas réussi à augmenter sa production industrielle pour compenser les pertes, qu'il s'agisse d'artillerie, de véhicules blindés de transport de troupes, de chars ou de batteries de missiles patriotes. J'ai entendu un rapport, je ne sais pas s'il est vrai, selon lequel Lockheed Martin aurait désormais doublé sa production de missiles patriotes. Ah, très bien. Au lieu de 500 par an, ils en produisent 1000. Mais cela ne résout toujours pas le problème auquel ils sont confrontés lorsque ces missiles sont utilisés au combat, car pour abattre un seul missile ennemi, il faut au minimum 2 patriotes, au minimum, voire 4. Donc, avec le volume de tirs que la Russie a déchaîné sur l'Ukraine, même si l'Occident pouvait fournir ses missiles patriotes, l'Ukraine les épuiserait en un rien de temps. Donc oui, l'Occident est complètement mal préparé, industriellement, économiquement, à soutenir une guerre. Bienvenue, Paul. Voici Monsieur Vapol. Salut. How's it going, Paul? Hi there. Hello, Nima. So nice to see you, Paul. Bonjour Nima, ravi de te voir, Paul. Eh bien, merci. Paul, rejoignons la discussion. Nous parlons du conflit en Ukraine. Comment vois-tu Vytautas demain, allant rencontrer Vladimir Poutine? Et quelles sont, selon toi, les conditions? Parce que nous avons eu la réunion à Genève, puis la rencontre entre Rubio, Vytautas et Kouchner, et le nouveau chef des négociateurs en Ukraine est Omerov. Quelle est la communication avec Washington? Et quel message Steve Whitcomb va-t-il transmettre demain à Poutine? Et à quel point es-tu optimiste quant à la possibilité d'obtenir des résultats? How optimistic are you if we can achieve something? Well, Nima, I have no idea. I think diplomats just like to go to. Eh bien, Nima,
je n'en ai aucune idée. Je pense que les diplomates aiment simplement aller à des réunions. C'est ce que je pense. Larry a peut-être une bien meilleure idée que moi. Vous voyez, je ne comprends pas l'intérêt de toutes ces réunions. Parce que Poutine, ou plutôt les troupes russes, sont sur le point d'une victoire complète et totale. Elle semble, si quelque chose, être retenue par le Kremlin. Et donc, quand il est sur le point de régler la situation à ces conditions, je ne comprends pas l'intérêt de ces réunions ou de la négociation d'un quelconque accord. Cela n'a tout simplement aucun sens pour moi. J'y vois une manifestation d'un manque de confiance, d'un manque de détermination. C'est presque comme si Poutine avait peur de gagner la guerre. Mais ça, eh bien, je ne sais pas à quel point mon opinion est bien informée. Probablement pas beaucoup. C'est juste l'impression que j'ai qu'il veut pas gagner la guerre. That's the impression I get. He just doesn't want to win a war. Well, He's actually, been- I think there's another. Eh bien oui, je pense qu'il y a un autre élément en jeu, et je l'ai entendu directement de plusieurs Russes. Les Ukrainiens sont des proches. En fait, le nombre de Russes mariés à des Ukrainiens et d'Ukrainiens mariés à des Russes, ce n'est pas comme s'ils étaient un peuple étranger. Donc en réalité, je pense que du point de vue de Poutine, ils veulent vraiment minimiser les dégâts. Il ne s'agit pas de détruire les Ukrainiens. Il s'agit d'essayer eh bien, parce qu'ils ne combattent pas l'Ukraine, ils combattent l'OTAN. C'est une guerre par procuration, et les Ukrainiens ont été utilisés comme chair à canon dans ce processus. En fait, la nature de cette relation, le général Syrski, le commandant militaire ukrainien, ses parents vivent en Russie. Il touche la sécurité sociale russe, vous savez, les soins de santé russes. Donc, ce n'est pas tant que Poutine ne cherche pas à gagner. Leurs objectifs sont clairs. Ils veulent démilitariser et dénazifier. Et par démilitariser, ils entendent réduire l'armée ukrainienne à moins de 100 000 soldats et faire sortir l'OTAN. Ils reconnaissent que la meilleure façon d'y parvenir est par la négociation, car ils devront négocier avec l'Occident. Mais ils le feront à partir d'une position de force. Le problème, c'est que les États-Unis refusent d'écouter ce que disent les Russes, ce que sont réellement leurs exigences. Et vous savez, Poutine a réitéré. Il dit, regardez, si nous n'obtenons pas ce que nous voulons par la voie diplomatique, nous l'obtiendrons sur le champ de bataille. Mais l'autre élément qui a empêché une offensive plus importante de la part de la Russie, d'un point de vue militaire, c'est que ce n'est que depuis 6 ou 7 mois qu'ils ont enfin porté leurs forces terrestres à plus de 750 000 hommes. Parce qu'ils combattent tout le long de cette ligne de contact de plus de 1000 milles. Et, vous savez, auparavant, ils n'avaient tout simplement pas la main-d'œuvre nécessaire pour se battre sur plusieurs fronts. Juste avant votre arrivée, nous avons regardé une vidéo que j'ai publiée sur Sonar 21 qui montre les avancées de la Russie au cours des 3 derniers mois. C'était en septembre. Par le passé, de nombreux généraux américains à la retraite disaient « Oh, la Russie, c'est une bande d'incapables. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas battre les Ukrainiens. » Eh bien, ils ont pris 86 villages et localités. Et quand on regarde la carte, on voit désormais un mouvement significatif vers l'ouest. Je pense donc que c'est l'un des autres éléments en jeu ici. Poutine aimerait parvenir à un règlement négocié s'il le pouvait, mais la Russie ne renoncera pas à sa demande fondamentale, qui est de démilitariser puis de dénazifier, ce qui signifie de nouvelles élections en Ukraine et aucun nazi autorisé. Point final. Yeah, I'm aware of all of that. Oui, je suis au courant de toute cette explication et je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. D'un autre côté, je pense que s'il se soucie des Ukrainiens, la manière dont il a mené cette guerre a maximisé les pertes, des deux côtés. Cela a maximisé les pertes russes, cela a maximisé les pertes ukrainiennes. Il aurait pu paralyser tout le pays électroniquement il y a 4 ans, et la guerre aurait été immédiatement terminée.
Mais il semble craindre de paraître être une force trop décisive. Et bien sûr, tu as raison. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que la Russie n'est pas vraiment en guerre contre l'Ukraine. Elle est en guerre contre une sorte de vestige pseudo-nazi installé au pouvoir par les Américains pour mener à l'origine une guerre contre la population russe à l'intérieur de l'Ukraine, ce qui a fini par forcer l'intervention de Poutine. Eh bien, il doit être capable de vaincre ces gens dans toute l'Ukraine. Et je pense qu'après tout ce temps, les Russes auraient dû comprendre qu'ils n'obtiennent jamais de négociations fructueuses. Larry, nous avons tous deux observé et discuté des efforts de Poutine et de Lavrov de décembre 2021 à février 2022 pour obtenir un accord de sécurité mutuel avec l'Occident. Ils ont été conduits par le régime Biden, par l'Union européenne, par l'OTAN. Tous les accords qu'ils ont conclus ont été rompus. Nous avons l'accord de Minsk qui a servi à tromper Poutine et les Russes. Je ne comprends pas pourquoi il a encore confiance dans les négociations. Et nous avons vu, encore une fois, qu'au moins les 28 points initiaux proposés par Trump exigeaient que l'Europe parvienne à un accord avec la Russie ou conclue un accord de sécurité. Et l'Europe refuse même d'accepter toute perte de territoire ukrainien. Elle refuse même d'accepter la perte du Donbass. Tant qu'il y a ces éléments hostiles, je ne vois pas pourquoi Poutine pense qu'il va accomplir quoi que ce soit. Il pourrait très facilement gagner et ensuite dicter les conditions. Comme tu l'as dit, Larry, l'Occident n'est pas prêt pour une guerre avec la Russie. Il ne pourrait tout simplement pas entrer en guerre contre la Russie. Il n'y a donc aucune raison pour lui de ne pas gagner et d'imposer ses conditions à tout le monde. Qui peut y faire quoi que ce soit? Personne. C'est ce manque de détermination. Il a laissé une guerre durer pendant 4 ans. L'Occident s'est de plus en plus impliqué. Les provocations sont devenues de pire en pire. Tôt ou tard, ce genre de situation devient incontrôlable. Et je pense que Poutine a eu de nombreuses preuves qu'il n'obtient rien avec ces négociations. Eh bien, je pense que l'autre élément du côté des négociations, c'est que Poutine, la Russie, subit une certaine pression de la part de pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, voire le Brésil, et d'autres du Sud global, pour être perçu comme faisant un effort de bonne foi sur le plan diplomatique. Donc en partie, la Russie a été sensible au fait de ne pas être vue comme ne cherchant qu'une solution militaire et évitant une issue diplomatique. Si vous vous souvenez, je crois que c'était en 2023, lorsqu'une délégation africaine est venue à Moscou. Il plaidait pour un règlement négocié, encourageant Poutine à négocier. Poutine a dit, « Eh bien les gars, voici l'accord », et il l'a sorti pour le leur montrer. C'est ce que nous avions convenu provisoirement avec les Ukrainiens en mars 2022. Et c'était, a-t-il dit, le document sur lequel nous travaillions, celui apporté à la table par les Ukrainiens. Nous étions donc prêts à négocier à ce moment-là. Et il a précisé qu'à cette époque, notre position était que l'Ukraine pouvait conserver le Donbass. Elle devait simplement fournir des garanties et des assurances pour la protection des russophones et de l'Église. Eh bien, vous savez, les États-Unis, avec les Britanniques, ont fait échouer cela très rapidement. Et c'est là que je pense qu'il est important pour l'Occident de comprendre le sens du terme « opération militaire spéciale ». La Russie n'a eu qu'une seule mobilisation, lorsqu'elle a rappelé 320 000 réservistes en septembre 2022. Elle dispose d'une force de réserve potentielle, selon le CIA Factbook, d'environ 2 à 3 millions. Stanislav Kropivnik, ancien major de l'armée américaine, affirme que le chiffre réel se rapproche plutôt de 10 millions.
Eh bien, si la Russie était en état de guerre, elle mobiliserait 10 millions de personnes. Elle aurait la main-d'œuvre nécessaire pour balayer tout le champ de bataille. Mais elle ne l'a pas fait. En réalité, si vous allez à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ou même dans certaines des communautés périphériques que j'ai visitées, vous ne sauriez pas qu'il y a une guerre en cours, car elle se déroule à un niveau relativement bas. Et du point de vue russe, ils ont subi très peu de pertes comparées aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ne cessent d'affirmer que les Russes subissent des pertes massives, mais il n'existe tout simplement aucune preuve de cela. En revanche, il existe de nombreuses preuves, comme l'agrandissement des cimetières en Ukraine, qu'ils subissent 8 à 10 fois plus de pertes. Larry, I agree that Putin has. Larry, je suis d'accord que Poutine a mis l'accent sur la négociation bien avant 2022. Cela remonte à 2014. Oui, c'est à ce moment-là qu'il essayait de les amener à respecter les accords de Minsk. Il s'y est tenu pendant 8 ans, pendant que nous renforcions une grande armée pour l'Ukraine. Bien sûr, et chaque semaine, lui et Lavrov réaffirment leur volonté de négocier. Donc à un certain moment, il a clairement rempli la condition de démontrer sa volonté. Et si l'Inde, la Chine et le Brésil exercent des pressions, il devrait simplement les ignorer. Il doit agir dans l'intérêt de la Russie, pas dans le leur. Vous savez, les libéraux russes, les intégrationnistes atlantiques, ceux qui veulent être intégrés à l'Occident, et c'était l'un des points déclarés des 28 points de Trump, ramener la Russie dans le giron occidental. Eh bien, c'est la fin des BRICS. Les BRICS ont été créés comme un mécanisme défensif contre l'exclusion de l'Occident et les sanctions. Donc, si les Russes vont simplement négocier et finir par revenir dans le giron occidental, alors les BRICS n'existent plus. Leur fonction disparaît. Donc je connais tous ces arguments, et ce n'est pas qu'ils soient vraiment faux, mais je pense que beaucoup d'entre eux passent à côté du fait que, en réalité, vous montrez vous-même qu'il n'a pas mobilisé. Il n'était pas prêt à intervenir en février 2022. Ils ont dû compter sur Prigojine et les forces semi-officielles, et il n'a pas rappelé les troupes. Il ne s'est pas préparé. Il n'a jamais été préparé. Je l'appelle Poutine l'impréparé. Il n'est jamais prêt. Cela dure depuis trop longtemps. 4 ans pour une si petite zone. Ce n'est pas réel, Larry. C'est presque comme s'il jouait à un jeu. J'ai toujours dit, bon, d'accord, ce qu'il fait, c'est utiliser la guerre pour essayer d'obtenir un accord de sécurité mutuelle. Et je peux le comprendre ainsi. Je pense que ce qu'il veut vraiment, remember, ce n'est pas la fin du conflit en Ukraine. Il veut la fin du conflit avec l'Occident. Il veut un accord de sécurité mutuelle qu'on lui a refusé tant de fois. Et c'est ce qu'il veut. Et je pense que c'est pour cela qu'il a maintenu la guerre, en espérant que la façon d'y mettre fin passe par une réconciliation générale, afin que finalement, l'OTAN puisse se retirer de la frontière russe. Je veux dire, pour Poutine, c'est un problème de sécurité à long terme. Ils ne veulent pas de l'OTAN à leurs frontières, avec des bases de missiles américaines en Pologne, en Roumanie et ailleurs. Et je ne sais pas si c'est la bonne manière de comprendre la situation, mais c'est ainsi que je la comprends. Pour donner un sens à cette guerre sans fin, où de plus en plus de gens sont tués, et où il montre de moins en moins de détermination. Mais qui sait comment tout cela va se terminer? Je n'en sais rien. J'espère que cela se terminera. Eh bien, souvenez-vous, ils sont entrés avec seulement 125 000 soldats en février 2022. Ils n'étaient pas prêts. Non, parce que leur objectif était d'intervenir avec suffisamment de force pour faire pression sur l'Ukraine afin de négocier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Ukraine est venue à la table des négociations et ils avaient un accord. Oui, ils avaient un accord. En fait, dans le cadre de cet accord,
pour montrer sa bonne foi, Poutine a ordonné le retrait des chars russes qui étaient stationnés au nord de Kiev. Et c'est alors que Boris Johnson, en collaboration avec Joe Biden et Lloyd Austin, est intervenu et a dit à Zelensky « Non, non, absolument pas ». Et cela a annulé l'accord. Alors ils ont changé de stratégie. Et si vous vous souvenez, en mai 2022, la première initiative de la Russie a été de prendre le contrôle de Mariupol. Car à ce moment-là, Mariupol était la dernière ville encore sous contrôle ukrainien sur la mer d'Azov. Et la Russie les a vaincus là-bas. Ensuite, ils ont dit « D'accord, maintenant il faut se renforcer ». Mais encore une fois, leur objectif était de démilitariser non seulement l'Ukraine, mais aussi l'OTAN. Et c'est ce qui s'est produit. Je veux dire, ce qu'ils ont révélé, c'est que l'OTAN a engagé dans cette bataille tous les systèmes d'armes dont elle dispose, à l'exception des armes nucléaires et des missiles de croisière Tomahawk, et qu'ils se sont révélés sans conséquence. Et vous savez, du point de vue russe, ils ne sont pas pressés par le temps. Beaucoup en Occident pensent qu'ils ont mis trop de temps. Les Russes ne le voient pas ainsi. J'ai rencontré probablement une trentaine de personnes au cours du dernier mois, 5 semaines environ. Certains le comprennent, quelques-uns, mais la plupart non. S'il y a une pression, ce serait pour être plus violent. Et ce que Poutine essaie d'éviter, c'est de se retrouver dans une guerre ouverte avec l'Occident. Il pourrait la gagner. Normal är imorgon trött kan ju som wedarvirusbrytning törthint en guerre ouverte avec la Russie. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que Poutine, je ne pense pas qu'il s'en inquiète. S'il l'est, il est ridicule. Eh bien non. Tu vois le plan que l'Allemagne vient de... Ils ont des documents qui ont fuité. Ils parlent de constituer une armée de 800 000 hommes pour attaquer la Russie. Ils vont faire la guerre à la Russie. Je veux dire, c'est ce qu'on demande aux généraux allemands. Je sais tout ça. Tout ce discours, Larry, tout ce discours en Europe sur une guerre avec la Russie, c'est parce que l'UMRO est en train de se désagréger et ils ont besoin de quelque chose pour la maintenir unie. Et cet ennemi, c'est la Russie. Alors ils essayent d'utiliser la menace russe pour garder l'UMRO soudée. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux croit qu'ils auraient une chance. Cette armée allemande de 800 000 hommes serait anéantie presque instantanément. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucune possibilité que l'Europe entre en guerre avec la Russie. Il serait anéanti, à moins que Poutine n'adopte la même tactique. C'est bon, nous aurons une guerre de 20 ans. Nous avancerons de quelques mètres chaque jour et il pourrait recommencer. Mais je ne pense pas qu'on le lui permettrait. Je crois que l'armée en a assez de tout ça. Beaucoup d'émissions russes, les gens en ont marre. J'ai vu des commentaires même sur mes articles. Les Russes en ont assez. Et ils rencontrent des difficultés. Les installations énergétiques russes ont été touchées. Il y a eu des périodes, même à Saint-Pétersbourg, où ils ne pouvaient pas conclure de transactions commerciales parce qu'Internet était en panne. Le système GPS ne fonctionnait plus. Il y a eu aussi des files d'attente pour l'essence. Cela a eu un impact. Écoutez, je suis allé à Moscou 2 fois au cours des 5 dernières semaines. C'est tout simplement pas vrai. Cette histoire de gazoduc, c'est un tas de propagande occidentale. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'ils essayent de convaincre l'Occident. L'Ukraine a encore une chance. L'Ukraine n'est pas en train de perdre. Elle peut encore gagner. Elle peut encore gagner. Je veux dire, les mensonges de ce côté-ci sont immenses. Écoutez, et c'est désolé, et je dois aller. C'est un anxieux discours avec vous. Je vous remercie pour cette opportunité. Yeah, great. Yeah. Oui, super. Eh bien, peut-être que Nima peut nous inviter tous les deux en même temps pour que nous puissions poursuivre notre conversation. Eh bien, c'est ce qu'il fait, on dirait, en m'invitant pendant que tu es encore là.
Très bien, mes amis. Hey, passez une excellente journée. À bientôt. À bientôt, Larry. Au revoir. Salut. Bye. So long. Comment ça va, Paul? Great. Yeah. Great. You know, Très bien, a très lot, bien. in my opinion, a lot of what Vous savez, à mon avis, beaucoup de ce que dit Larry est vrai, he's very defensive mais j'ai remarqué qu'il est très défensif envers and I think Poutine. that's a mistake. Je pense que c'est une erreur, car ça l'empêche de voir toutes les That's just my implications. opinion. Mais ce n'est que mon opinion. I don't Je ne pense pas qu'il y ait la moindre think excuse pour une guerre qui dure depuis aussi longtemps. long. Nous avons vu provocation après provocation, et elles deviennent de plus en plus graves. They were getting worse and worse. Et bien sûr, Trump a menacé de les aggraver si nous n'obtenons pas d'accord. To make them worse. If we don't get an agreement, Well, because many people believe Eh bien, parce que beaucoup de gens pensent que Poutine est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas une énorme escalade en Ukraine. N'importe qui d'autre en Russie aurait, eh bien vous savez, nous savons que Poutine essaye d'apaiser la situation. Il essaye de négocier, de discuter. Il ne dit pas « je me fiche des États-Unis, je me fiche de… » Il essaye, même avec les Européens, il leur parle. Even with Europeans, he talks with them. Il me fait un bien. That's the reason that many people C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens estiment pouvoir soutenir Poutine, parce qu'il est perçu, après tout, comme la voix de la raison dans ce grand chaos en Ukraine. huge sort of mess in Ukraine. well, but it doesn't do any good. You see, Eh bien, cela ne sert à rien. there's a risk. Vous voyez, je pense toujours qu'il y a un risque que l'approche de Poutine ne désamorce pas la situation, mais qu'elle renforce et rende l'escalade encore plus dangereuse. Et je pense que c'est ce qui s'est produit au cours de cette guerre. I think that's what's happened. Les escalades venant de l'Occident n'ont cessé d'augmenter. Il faut se souvenir que chaque système d'armes que nous avions dit ne pas vouloir envoyer, nous l'avons finalement envoyé. Et nous avons même attaqué leurs forces de bombardement stratégiques. Et encore une fois, Poutine a simplement détourné le regard et a agi comme si cela n'était jamais arrivé. Putin just turned away. Eh bien, ce n'est pas une dissuasion face à une provocation plus grave. Well, that's not a deterrent from a worse provocation. Because he doesn't Parce qu'il ne considère pas encore que c'est une menace existentielle pour la Russie. so far. It seems that Well, he Russian doesn't war feel that doctrine- way. Il semble qu'il ne l'ait pas ressenti ainsi. C'est la doctrine de guerre russe qui l'a fait. Et en tant que commandant en chef, sa responsabilité était de répondre de manière très ferme à cette attaque. Mais il s'en est sorti en disant que ce n'était pas vraiment une attaque militaire, c'était un acte terroriste. Et selon la doctrine de guerre, un acte terroriste n'est pas inclus, donc il n'avait rien à faire. Il a simplement redéfini ce qui s'était passé. En réalité, il a nié ce qui s'était passé. Ce n'était pas une attaque militaire contre la Russie, c'était une attaque terroriste. Ainsi, lorsque l'on monte ce genre d'indécision, de faiblesse, à plusieurs reprises, encore et encore, on encourage de plus en plus d'escalade de la part de l'autre camp. Et c'est ce qui s'est produit pendant 4 ans. En fait, ce sont tous ces efforts autour de l'accord de Minsk qui l'ont finalement contraint à intervenir. With the Minsk agreement that forced him eventually to intervene. If he had taken back Donbass, S'il avait repris le Donbass en 2014, quand ils ont demandé et voté pour revenir en Russie, puisque c'était autrefois une partie de la Russie, il a refusé. Il a pris la Crimée et les a laissés de côté. Eh bien, c'est là que la guerre a commencé. S'il avait dit « D'accord, vous faites maintenant partie de nous », qui diable aurait attaqué la Russie? Au lieu de cela, il s'est mis dans une situation où il a dû attaquer l'Ukraine. Ce n'est pas intelligent. Il aurait dû dire « D'accord, ils ont voté comme la Crimée. Nous avons pris la Crimée. Les mêmes arguments s'appliquent pour les intégrer. » Cela aurait empêché la guerre. Pour qu'il y ait une guerre à ce moment-là, l'OTAN et les États-Unis auraient dû utiliser l'Ukraine pour attaquer la Russie. Eh bien alors la Russie aurait été attaquée. Au lieu de cela, il s'est mis dans une impasse. Il doit défendre le Donbass, il doit attaquer l'Ukraine. C'est pas intelligent. Ukraine. Well, that's not smart. The economy L'économie russe n'était pas prête, Paul, en 2014, à aller dans cette direction. But why? Pourquoi ne l'était-ce pas?
because they were in the Parce qu'ils étaient en train de remettre step pendant ce dollar. Et c'était une autre relation avec les BRICS. improving the relationship with the No, BRICS he countries. would not recognize a threat. Non, He refuses il ne reconnaîtrait pas une menace. Il refuse de prendre la menace au sérieux. to live with a threat. Et ils sont tellement habitués à vivre avec une menace qu'ils l'acceptent simplement. Il avait largement le temps. Écoutez, il le sait depuis 2007, 2008. Et en 2007, à la conférence sur la sécurité de Munich, il a dit « Nous n'acceptons pas l'hégémonie américaine. Il n'y a plus de monde unipolaire. » Il a donc lancé le défi. La première chose que nous avons faite a été d'organiser l'invasion de l'Ossétie du Sud. Nous avons formé l'armée géorgienne, l'avons armée, les avons envoyés, et ils ont tué des soldats de la paix russe. They kill Russian peacekeepers, and he had to rush back from the Beijing. Et il a dû rentrer précipitamment des Jeux olympiques de Pékin, mobiliser l'armée et intervenir là-bas. He's known since Donc il savait, il le sait depuis ce moment-là, qu'ils en ont après lui. Et il a prouvé par son comportement en Géorgie qu'il ne cherchait pas à reconstruire l'Empire soviétique, car il a vaincu l'armée et avait le pays entre ses mains. defeated the army. Il aurait pu dire très bien, maintenant la Géorgie, nous la remettons dans la Russie, là où elle appartient. Mais il a simplement repris l'armée, est rentré chez lui et les a laissés tranquilles. The army went home and left them alone. Alors je ne sais pas combien de fois il doit encore prouver qu'il ne cherche pas à reconstruire l'Empire soviétique. Toute cette affaire a été gérée de manière tellement maladroite. The whole thing has been handled so poorly. Paul, you said 2000. Paul, tu as mentionné 2007 et 2008. We have to remember Il faut se rappeler que les BRICS ont commencé à fonctionner en 2009. started to work in Tu sais, 2009. quand Poutine, You know, when il a en quelque sorte ressenti qu'ils avaient besoin d'une nouvelle institution pour organiser toute la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Parce qu'il ne voyait rien venir de l'Occident, no confrontation il n'y avait pas, tu sais, de relations d'amitié qui se développaient. with the West, there is no, friendship going, You're happening. proving my point. You're proving my point. Tu confirmes ce que je dis. Tu confirmes ce que je dis. Il le sait depuis, mais il a esquivé la question. Directement, oui. Il a créé les BRICS comme une échappatoire au système occidental. Mais ils auraient dû travailler là-dessus des années plus tôt. Je pense qu'il y a un certain problème d'acceptation de la réalité au Kremlin. Ils n'arrivent tout simplement pas à accepter que l'Occident est contre eux, et donc ils ne sont jamais préparés. Je n'ai jamais connu Poutine comme quelqu'un de préparé à quoi que ce soit. Je veux dire, il n'était pas préparé à l'invasion de l'Ossétie du Sud. Comment pouvait-il ne pas l'être? Il n'était pas préparé au renversement du gouvernement en Ukraine en 2014. Comment pouvait-il ne pas l'être? Encore une fois, il était aux Jeux olympiques de Sochi. C'était plus important. Ce qui se passait aux Jeux olympiques de Sochi était plus important. It was more important. It was more important what was going on in the Sochi Olympics. We're showing that Nous montrons que They nous, were dealing with parce qu'ils faisaient face au chaos que la CIA avait créé en Russie, en Tchétchénie. they were dealing with Ils devaient gérer ce problème pendant ces années-là. years. Vous savez, ce n'était pas si facile pour la Russie. Easy for Russia they should have told him way back then. That's even longer. Cela aurait dû lui faire comprendre les choses à l'époque. And the fact that Il aurait dû le savoir encore plus tôt. that he had to enter Et le fait qu'il ait été si mal préparé, qu'il soit entré dans le Donbass avec 150 000 soldats, dont une grande partie appartenait au groupe Wagner, qui ne faisait même pas directement partie de l'armée russe à ce moment-là, alors que l'Ukraine disposait d'une armée de 600 000 ou 800 000 hommes. and he's Et lui, goes in il y va avec 150. Il était totalement mal préparé. Donc soit ils ont des espoirs excessifs dans l'efficacité des négociations, et ils nourrissent cet espoir depuis 20 ans, mais cela ne fonctionne pas. Franchement, cela n'a aucun sens pour moi. Je ne sais pas. This really doesn't make any sense to me. And Well, the they longer were this fighting- the longer this goes on, Plus cela dure, on pourrait dire d'accord, il est vraiment très machiavélique, et il utilise cela pour briser l'OTAN, pour détacher l'OTAN de Washington, parce qu'ils ne pourront pas s'unir. L'OTAN ne soutient pas l'accord de paix de Trump. Donc ce que je fais vraiment ici, c'est les surpasser
parce que cela va désunir l'Alliance occidentale. Les Américains veulent la paix, les Européens ne la donneront pas. On pourrait avancer cet argument, qu'il est simplement plus malin que moi, qu'il voit plus loin, et qu'il va manœuvrer de manière à briser l'Alliance occidentale. Ils n'ont même plus à s'inquiéter que l'OTAN soit à leurs frontières. Paul, voyons la situation dans son ensemble. Supposons que Poutine soit arrivé au pouvoir en 2000 et qu'avec toutes les difficultés laissées par Eltsine et son gouvernement, la Russie ait été totalement détruite lorsqu'il a pris ses fonctions. À l'intérieur, elle était en guerre avec la Tchétchénie depuis 10 ans. Pendant ces 10 années, il essayait de mettre fin au conflit, le conflit interne en Russie avec la Tchétchénie, qui, selon lui, avait été créé par la CIA. On peut imaginer à quel point l'économie était faible durant ces années-là. Et puis, juste après avoir mis fin au conflit avec la Tchétchénie, ils ont dû faire face à un nouveau conflit en Ukraine. Comment imaginer que l'économie était prête pour cela? En 2014, il était tout simplement trop tôt pour que la Russie s'engage dans un nouveau conflit en Ukraine. Et Bermouth impliqué dans la guerre de Géorgie. La Géorgie était totalement différente. C'est un pays plus petit, et la taille de son armée n'est même pas comparable à celle de l'Ukraine. C'était une armée formée et équipée par les Américains, et elle est intervenue sous notre direction. Donc je n'accepte pas cet argument. Regardez ce que Staline a fait. Je veux dire, il faisait face à une invasion sur un front de 1000 milles, et tout s'effondrait. Ils ont été repoussés jusqu'à Stalingrad, jusqu'à Moscou. Cela ne l'a pas empêché de produire une armée qui a vaincu la Wehrmacht. Donc je n'accepte pas cet argument. Tout le monde est tellement occupé à s'excuser auprès de Poutine qu'il ne voit pas le risque de sa politique. Et cette politique nous a montré le danger à maintes reprises. Je pense qu'il est tout à fait possible de défendre Poutine et de comprendre que c'est lui qui essaye de faire ce qu'il croit juste, pas l'Occident, tout en restant réaliste quant au risque de son approche. Et c'est tout ce que j'essaie de faire, introduire un peu de réalisme, car son approche est risquée. Cela aurait pu déraper à tout moment. Et je reste convaincu que si cela continue, vous savez, ils vont encore avoir 4 ans de cela. Ça va devenir incontrôlable. Je ne suis jamais allé en Russie. Je ne sais pas ce qui s'y passe, ni quelle est l'opinion publique à propos de la situation. Mais à mon avis, les priorités du gouvernement russe, de Vladimir Poutine, sont d'abord l'économie de la Russie, puis la guerre en Ukraine. Il se soucie aussi beaucoup des pertes du côté russe. Mais selon moi, la première priorité reste l'économie. En rassemblant tout cela, il me semble que pendant la guerre en Ukraine, quand tu as mentionné les 120 000 soldats en Ukraine en avril 2022, il essayait, comme Larry l'a dit, de faire pression sur l'Occident. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Alors, il a décidé. Il a dit « Allons au diable ». Je me souviens qu'il a dit « Allons au diable avec l'Occident ». Je vais le faire. Mais même aujourd'hui, la priorité de la Russie reste son économie, plus importante que tout le reste. Parce que cela peut provoquer une certaine forme de chaos ou de mécontentement au sein de la société russe. Si la société n'est pas satisfaite de l'économie, cela pourrait être un énorme problème pour le gouvernement. Naima, just a minute. Look, the trouble with the Russian economy is... Écoutez, le problème de l'économie russe, c'est Poutine. Il défend cette directrice de la Banque centrale, cette femme complètement stupide qui a permis à l'Occident de s'emparer de 300 milliards de dollars de réserves étrangères russes. La même femme stupide qui maintient le taux d'intérêt à 16 ou 17%, écrasant l'économie. Tout le monde en Russie se plaint d'elle, et lui la défend. C'est donc elle qui nuit à l'économie russe. Dites-moi quelle économie peut fonctionner avec des taux d'intérêt de 16 ou 17%. Le rendement sur investissement ne peut pas couvrir l'emprunt.
et c'est sa protégée. Elle est attaquée depuis des années, et elle est toujours là. Si l'économie russe souffre, c'est à cause des politiques de la Banque centrale et du retrait lent et laborieux de la Russie vis-à-vis de l'Occident. Ils ont mis tellement de temps. Et bien sûr, que savons-nous de cette femme? Elle est pro-américaine, formée par des économistes néolibéraux américains, et c'est une intégrationniste atlantiste. Elle veut que la Russie fasse partie de l'Occident. Alors elle livre la Russie à l'Occident. Regardez, voici la Russie sur le point de commettre l'une des nombreuses erreurs de Poutine. Au lieu d'avoir pris le Donbass pour que les Ukrainiens soient obligés d'envahir la Russie, il est sur le point d'envahir l'Ukraine. Et la directrice de la Banque centrale n'a pas assez de bon sens pour retirer les avoirs de la Russie des mains où ils peuvent être gelés et maintenant confisqués. Elle n'a pas eu la présence d'esprit de rapatrier ces avoirs et de les placer en lieu sûr. Non. Eh bien, si vous avez un directeur de banque centrale aussi incompétent, comment voulez-vous avoir une économie? Donc, encore une fois, lorsque je formule ces critiques, je ne les considère pas comme une attaque personnelle contre Poutine. Je veux simplement dire qu'il y a des domaines où des erreurs fondamentales ont été commises. Du moins, c'est ainsi que je le perçois. Et nous ne devons pas laisser la défense de Poutine nous empêcher de le reconnaître. Vous savez, j'ai toujours dit que c'est le meilleur dirigeant que le monde ait. C'est une personne humaine. Il essaye d'éviter une guerre nucléaire, c'est vrai. Il a de l'humanité en lui. Ce n'est pas un Netanyahou, ni un des néoconservateurs américains. Ce n'est pas ce genre de personne. Il est humain et je le soutiens entièrement. Mais je peux encore voir, ou du moins je crois voir, je peux me tromper, mais il me semble qu'il a créé un problème encore plus grand en ne se montrant pas décisif. Et ce manque de détermination est la raison pour laquelle, comme le disait Larry C. Johnson, tant de généraux américains affirmaient « Oh, nous pouvons battre la Russie, ils perdent, l'Ukraine gagne ». C'est parce qu'ils ne voyaient aucune action décisive. Non, je ne pense pas que quiconque croyait que l'Ukraine pourrait résister à 4 ans de conflit avec la Russie. Vous savez, je veux simplement vous rappeler encore une fois, Staline et l'armée rouge, en 2 ans, ont détruit la Wehrmacht et libéré des milliers de kilomètres de la Russie, des Allemands et de l'Europe de l'Est. De Stalingrad à Berlin, cela a pris la moitié du temps que Poutine a passé dans le Donbass. C'est inexcusable. Mais Poutine voit, enfin, à mon avis, il voit l'Ukraine comme un cas similaire à celui des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Il a pensé que s'il entrait dans la partie occidentale de l'Ukraine, cela deviendrait un nouvel Afghanistan pour la Russie. C'est pourquoi il n'est pas allé aussi loin. Non, aucune chance que ça arrive. Ces gens détestent les Russes, Paul. Nous le savons. Nous ne pouvons pas dire qu'ils détestent les Russes et en même temps affirmer qu'ils font partie de la Russie et tout cela en Amérique. Je pense que ce qui est arrivé à l'Ukraine, je parle de la direction, pas du peuple ukrainien, principalement du peuple. Vous voyez, il n'a pris aucune mesure contre les dirigeants. les Israéliens les auraient tous exécutés dès le premier jour du conflit. Le conflit aurait été terminé. Si les Israéliens avaient été là, l'Ukraine aurait été vaincue en 24 heures. Tout aurait été fini. Ils auraient tué tout le monde au sein du gouvernement. Un missile serait passé directement par la fenêtre et aurait atterri sur leurs genoux. Regardez ce qu'ils ont fait aux Iraniens, au Hezbollah, au Hamas. Quels sont les accomplissements d'Israël? Qu'a réellement accompli Israël au Moyen-Orient? As-tu vu ces files d'attente?
des milliers de personnes attendant à l'ambassade du Portugal. In line at the Portuguese embassy. They have Ils nous ont utilisés, ainsi que leurs propres méthodes néfastes, pour éliminer leurs ennemis. to eliminate their enemies. Les États arabes ont disparu, les États arabes ont disparu. Il ne reste plus aucun État arabe, à part l'Arabie saoudite. There's no Arab state left but Saudi Arabia. But Mais il n'y a pas d'État arabe. Ils sont tous sous la coupe des États-Unis. Je ne vois aucun État arabe, aucun État perse. No, they weren't. Syria wasn't. Non, ce n'était pas le cas. La Syrie ne l'était pas. La Russie avait sa base navale en Syrie. C'est pourquoi la Russie est intervenue avec son armée de l'air pour stopper notre invasion. L'Irak, non, lui non plus. C'était des États indépendants. L'Irak, la Syrie, la Libye, ils ont disparu. Il n'y a plus d'État là-bas. Qui dit ça, quoi? Who's telling you false today? What? Who says that Israel Qui dit ça? is the winner? Israël est aujourd'hui le gagnant de ce qui se passe au Moyen-Orient. Personne ne dit ça. Parce qu'Israël perd sur le plan économique, perd sur le plan militaire, perd sur le plan géopolitique. Mais la Russie gagne dans tous ces domaines, en Ukraine. Well, again, Eh bien, encore une fois, ce n'est pas vraiment ce genre de question, n'est-ce pas? that kind of Et je question. ne sais pas si Israël est en train de perdre. And I don't know that Israel's losing. Ils se sont étendus en Syrie, maintenant dans le sud de la Syrie. Syria, now southern Syria. I'm They say- asking you, do you see Russians in line? Je te demande, vois-tu des Russes faire la queue devant une ambassade étrangère pour essayer de quitter la Russie aujourd'hui? Moi, je vois des Russes retourner en Russie. Je ne vois pas de Russes qui, tu sais, veulent partir à cause de la guerre. Mais tu vois ça en Israël aujourd'hui. Des milliers de personnes font la queue à l'ambassade du Portugal pour des rendez-vous de citoyenneté. For citizenship appointment. Well, so what? But they're still winning. Eh bien, et alors? Mais ils gagnent toujours. There's so many. Tu sais, il y a tellement d'explications, Nima. The Netanyahu Par exemple, le gouvernement Netanyahou est extrêmement oppressif. Et pour les Israéliens qui s'opposent à ces politiques, et ils sont assez nombreux, ils ont même un journal, Haaretz. Je ne sais pas s'ils ont réussi à dompter Haaretz ou non, mais ils se sentent probablement personnellement menacés, se demandant quand Netanyahou va venir les arrêter. Tu sais, il existait autrefois des organisations israéliennes pour la protection de la Cisjordanie. Cela s'appelait quelque chose comme l'Organisation pour la prévention de la destruction des logements palestiniens. Je les connaissais, j'en ai même hébergé un chez moi il y a quelques années. Et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis des années. Ils ont disparu. I don't. I've never heard from them from years. They've disappeared. I don't know whether they've been shot or put in jail or. Je ne sais pas s'ils ont été abattus, emprisonnés ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, je veux dire, tous les Israéliens, ne sont pas dépourvus de conscience morale. Certains n'aiment pas ce qui se passe. D'autres n'aiment pas la corruption qui l'accompagne. Vous savez, il est lui-même inculpé dans son propre pays, non seulement par la Cour pénale internationale, mais aussi par le ministère israélien de la Justice, ou quel que soit son nom. Donc il y a de la corruption, du copinage. Il est devenu de plus en plus autoritaire. Son gouvernement justifie le génocide, justifie la destruction totale des Palestiniens. Eh bien, les gens qui ne sont pas d'accord avec cela veulent probablement partir. En fait, à bien des égards, c'est un peu comme les gens qui quittaient l'Allemagne nazie, ils avaient simplement un mauvais pressentiment sur ce qui allait arriver. Donc, je ne verrai pas cela comme une défaite pour De Gil. See that as a defeat for Israel. I don't think Israel can be defeated until. Je ne pense pas qu'Israël puisse être vaincu tant que les États-Unis ne l'auront pas abandonné. Et alors ce ne seront pas les Arabes, ce sera l'Iran. Les Iraniens, tu le sais aussi bien que moi, ne sont pas des Arabes. Je ne sais pas trop comment nous en sommes venus à cette discussion, sans doute en parlant avec Larry, mais je reste nerveux à ce sujet, car il est clair que l'Occident ne s'intéresse pas à cet accord. Je ne sais pas ce qu'en pensent les dirigeants nationaux des pays européens, mais les dirigeants de l'UMROBERM ne veulent pas renoncer à la guerre, car c'est ce qui maintient l'Union européenne unie.
Et il y a aussi la perspective de profits liés à la production d'armes, à la recherche et au réarmement. from the weapons production and developments and rearmaments. So the EU leaders probably Ainsi, les dirigeants de l'UMOR voient probablement la perspective d'une future guerre avec la Russie comme un moyen de relancer certaines dépenses qui stimuleraient l'économie. Si les industries de consommation allemandes sont paralysées par les sanctions, les pénuries d'énergie et tout le reste, eh bien, ils peuvent contourner cela en fabriquant des armes. Ils considèrent donc probablement la guerre comme économiquement utile, car ils sombrent dans le néant économique. Et ils la voient aussi comme politiquement utile, parce que, eh bien, nous avons un ennemi commun, nous devons rester unis. S'ils abandonnent cet ennemi, ils perdent l'impact économique, ils perdent l'impact politique. Donc je ne vois pas pourquoi Poutine penserait qu'ils y renonceraient. So I don't know why Putin thinks they would give it up. What do they gain? What do they gain? Qui gagne-t-il? Agreement. Qui gagne-t-il avec un accord de paix? If they were shaking in their S'ils tremblaient dans leurs bottes, craignant que les Russes n'arrivent et ne prennent l'Europe, alors ils s'intéresseraient à un accord de paix. they would be interested in a peace agreement. Mais puisqu'ils n'ont absolument aucune peur des Russes, ils n'ont rien à y gagner. On leur demande d'abandonner l'ennemi qui les unit et qui leur offre une perspective d'emploi et de croissance économique dans le secteur de l'armement. For employment Et donc, qu'est-ce que ça signifie pour Trump? Il ne peut pas vraiment se présenter comme un président de la paix, puisqu'il obtient une solution pour l'Ukraine tout en faisant exploser des navires au large des côtes ukrainiennes, en fermant l'espace aérien et en la menaçant. ships off Ukraine coast and closing their airspace and threatening an invasion. Venezuela. Le Venezuela? Tu veux dire le Venezuela? Venezuela. Venezuela, oui, le Venezuela. Qu'est-ce que j'ai dit? What did I say? You said Ukraine. Tu as dit l'Ukraine. Ah oui, parce qu'on parlait de l'Ukraine. Ukraine, you just- Yeah. So, you know. Ouais. Donc, tu sais, il va éliminer Maduro au Venezuela, mais c'est le président de la paix, et qu'est-ce qu'il y gagne? Je ne sais pas. Il peut revendiquer une autre victoire, mais l'Europe ne va pas la considérer comme une victoire. Enfin, réfléchis-y. Qu'est-ce que l'Europe a à gagner avec cet accord de paix? Tu vois quelque chose? From the peace deal. Can you think of anything? Non, je ne peux pas. I can't either. Moi non plus. Et donc, encore une fois, tout revient à Poutine. Comment a-t-il fait en sorte qu'il n'ait rien à y gagner? Comment va-t-il obtenir un accord? So how's he going to get a deal? He should have them quaking in their boots. Tu sais, So they want a il deal. devrait les faire trembler dans leurs bottes pour qu'ils veuillent un accord. Au lieu de ça, lui et Lavrov, chaque semaine, disent « Nous voulons un accord, nous voulons un accord, nous voulons un accord So it's ». Eh bien, ça marche pas. L'Europe les regarde et dit « Allez-y, battez les Ukrainiens First of all, I don't think there's any goodwill in ». the Donc ça ne fonctionne pas. I don't think goodwill. Je ne pense pas que ce que fait Poutine fonctionne, parce que d'abord, je ne crois pas qu'il y ait la moindre bonne volonté en Occident. Anywhere in the West. Je ne pense pas que la bonne volonté soit encore un outil diplomatique efficace. Self-interest. Partout en Occident, il n'y a plus de bonne volonté. Il y a un égoïsme endurci. Money. Ils sacrifieront tout pour cet intérêt personnel et pour l'argent, en gros. You can see Tu vois pourquoi je perds patience avec certains analystes. some of the analysts. Tous ces éléments échappent à leur vision. These things stay Et ce n'est pas notre rôle de défendre Poutine. and Notre rôle, c'est d'analyser ce qui se passe, bon sang, our job qui pourrait faire exploser la situation encore davantage. cause it to blow Et and Actually, I don't see it as En réalité, je ne vois pas cela comme une défense de Poutine. Je le vois comme un pays ayant ses priorités. Je vois Poutine gérer et équilibrer ses priorités en Russie. C'est pourquoi, après tout, cela me semble logique quand j'observe le comportement. his priority sa priorité, répète-t-il sans cesse, est de protéger et de défendre la souveraineté nationale de la Russie. national sovereignty Mais pas au prix de tout sacrifier. at the cost of sacrificing everything. Au prix de tout sacrifier, la souveraineté russe, le peuple russe. People emphasize Il insiste là-dessus encore et encore. they're supportive of the
C'est pourquoi ils soutiennent l'Église chrétienne orthodoxe, pourquoi ils soutiennent la famille et pourquoi ils ne soutiennent pas tous les éléments woke de l'Occident, le transgenrisme et tout le reste. Ils essayent de maintenir la stabilité sociale. Ils essayent de faire remonter le taux de natalité. Ils offrent des récompenses aux familles qui ont des enfants et qui restent unies. C'est quelque chose de totalement différent de l'Occident. It's a totally different thing from the West. And he emphasizes that that's Et il souligne que son objectif est de protéger l'existence du peuple russe. existence of the Russian Alors, qu'est-ce qu'il obtient s'il sauve d'une certaine manière l'économie en vendant son peuple à l'Occident? Franchement, il n'obtient rien de ce qu'il veut réellement accomplir. Donc, je ne pense pas qu'il connaisse grand-chose à l'économie. S'il en savait davantage, il n'aurait pas cette directrice de la Banque centrale qu'il a. Beaucoup de gens en Russie, des gens importants, la critiquent. Je ne sais même pas qui sont ses partisans. Et peut-être que je suis trop sévère avec elle, parce que je pense qu'elle est essentiellement un produit des néolibéraux américains, et que c'est probablement tout ce qu'elle connaît. Mais pour une raison ou une autre, elle bénéficie de la protection de Poutine, et je ne saurais dire pourquoi ni comment. Enfin bref, voilà. So anyhow, that's Yeah, it was a great discussion today. Oui, Paul. It was c'était une excellente discussion aujourd'hui, Paul. C'était incroyable. Je pense que ton point de vue est très important, car notre public a besoin d'entendre les deux côtés de l'échiquier politique. Nous ne parlons pas simplement pour être d'accord sur ce dont nous discutons. Nous parlons pour remettre en question nos réflexions sur ce qui se passe en Ukraine, par exemple. C'était formidable de t'avoir avec Larry et de répondre à mes questions. Answering my questions. well. Thank you so much. I appreciate the opportunity. Yeah. Eh bien, j'apprécie l'occasion. Oui, j'apprécie vraiment. Et je ne pense pas que quiconque sache en ce moment ce qui va se passer concernant la paix. Vous savez, ce sont les mêmes personnes, et elles disent la même chose depuis longtemps, mais il ne se passe jamais rien. Rien du tout. Et Trump publie 28 points. Vous vous souvenez peut-être que j'en ai parlé, j'ai dit que c'était très prometteur. Et puis, presque le lendemain, il n'y en avait plus que 19. L'Europe s'y est opposée. Alors, n'est-ce pas? Il a réduit à 19 points, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Yeah, exactly. And he said Et il a dit que c'était 22 points à chaque fois qu'il comptait. every time he counts it, Oui, eh bien, un tiers de la proposition disparaît avant même que les Russes ne la reçoivent. Alors, comment peuvent-ils savoir que les 19 points ne vont pas disparaître eux aussi? C'est comme un cirque, vraiment, c'en est un. Et bien sûr, Lavrov a dit cela. Je pense qu'il commence enfin à se réveiller. C'est un autre gentleman d'un autre temps. Il me rappelle les ministres britanniques du 19e siècle. Donc nous verrons bien et espérons le meilleur. Mais il est difficile de voir où se trouve l'espoir. Hope for the best, but it's hard to see where the hope is. yeah, exactly. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci beaucoup, Paul. C'est toujours un grand plaisir. Great pleasure as always. Well, thank you, Nick. Eh bien, Thank you. merci Nima, merci. J'ai hâte de continuer à le faire aussi longtemps que quelqu'un s'y intéressera. Anyone's interested. Exactement. À la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Goodbye. Au revoir, au revoir. Et envoie-moi l'URL. URL. Sure. Bien sûr. D'accord. Au revoir, mon ami. My friend. Goodbye. Au revoir.